Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sabine, je suis directrice par intérim chez Repère. Donc, ce soir, vraiment, c'est un atelier assez intéressant. C'est un sujet qu'on parle depuis plusieurs années de plus en plus, surtout après la COVID. On parle de santé mentale. Et aujourd'hui, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et comme Repère, on travaille avec les papas. Bien évidemment, on rentre dans le cadre du papa, de la paternité. Donc, mais par contre, l'atelier est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont curieux, ceux qui veulent être outillés pour accompagner quelqu'un, ou bien un papa tout simplement qui veut vraiment s'outiller aussi, puis partager, parce que le but, c'est pas simplement d'écouter les intervenants ce soir, mais c'est aussi de poser des questions. Donc, entre chaque intervention, il y aura une petite période de questions. Donc, vous pourriez poser vos questions, puis n'hésitez pas. Euh, Donner votre opinion aussi par rapport à tout cela. Puis ce soir, on a deux professionnels que je vais laisser la chance de se présenter, dont Nelson Blanc et Yannick Fouda. D'ailleurs, Yannick Fouda était un employé chez Repère par le passé. On est content de t'avoir ce soir et on a pu collaborer aussi sur différents projets chez Repère. Donc, merci de votre présence à tous les deux ce soir. On aura la chance aussi d'échanger avec Yannick Gauthier, notre coordonnateur. Donc, il va parler un peu plus de Repère, notre approche aussi, tout ça dans le but vraiment d'outiller les papas, en fait. Donc, ce soir, les intervenants vont parler un peu de leur métier, de leur perception au niveau de la santé mentale, comment sensibiliser. Et je vous invite vraiment à vous installer confortablement. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est un peu le but de ce soir aussi et de s'alimenter entre nous pour pouvoir grandir de cette petite expérience d'une heure et demie, là. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais céder le micro à notre premier intervenant, Nelson Blanc, qui va prendre le temps de se présenter. Et puis, comme je l'ai mentionné tantôt, vous aurez la chance après de poser vos questions sur ce qu'il fait, sur son métier ou bien sur des points qu'il aurait élaborés au courant de la soirée. Donc, à toi, Nelson. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Nelson Blanc, je suis coach certifié en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, ça sonne comme un gros mot super compliqué, mais essentiellement, je suis coach d'une part, et la programmation neurolinguistique qu'on appelle de manière plus intime la PNL est un outil qu'on utilise pour accompagner les gens à mieux comprendre l'impact qu'a les mots sur leur comportement et leur comportement sur les mots qu'ils utilisent. Ensemble, ça crée toutes les habitudes et les comportements qu'on a dans la vie de tous les jours et ça crée soit des habitudes, des croyances, des coutumes, etc. Et c'est ces choses-là qu'on vit tous les jours de notre vie. Je ne sais pas si vous voyez l'affiche. Eh bien, en fait, ma première page, c'est un gars qui se retrouve chez le barbershop. Je pense qu'on s'est tous retrouvés assis dans cette chaise-là, hein? Et je sais pas si vous avez vécu la même expérience que moi, mais assis dans cette chaise-là, tous les hommes avons été à quelque part un peu comme chez notre thérapeute ou chez notre psychologue quand on est au barbershop. C'est peut-être le seul endroit où on parle de nos blessures, de notre break-up, des douleurs au dos, de toutes les expériences diverses qu'on peut avoir. Je pense que le barbershop, c'est peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être le premier thérapeute ou le premier psychologue qu'on rencontre dans notre vie. Et c'est souvent lui qui va dans nos rendez-vous à toutes les 2 semaines qu'on va se faire une belle coupe qui vient nous écouter sans jugement. Et parfois même, on est tous là, on est peut-être 35 dans le barbershop. Je me rappelle, il y avait un barbershop dans lequel que j'allais à Plamondon. On était peut-être quoi, 40 personnes dedans. Puis c'était comme un safe space pour nous. Tout ce qui se disait là restait là, puis on n'avait pas peur, même quand on ne connaissait pas les gars qui rentraient dans le barbershop, on n'avait pas peur de dire quoi que ce soit de controversé parce qu'on savait, on sentait, puis on savait que ça restait là. Et ça m'amène à ce concept, à ce concept de super-héros. Je fais une courte transition parce que quand on est au barbershop, on se sent vraiment surhumain. On se sent plus fort quand on sort de là parce qu'on sent qu'il y a un poids qui a été sur notre dos qu'on lâche au barbershop. À coût de 20 $ ou à coût de 50 $, tout dépendamment du barbershop, mais on se sent à l'aise de l'avoir fait. Et j'aimerais vous demander, les gars, c'est qui était votre super-héros quand vous étiez plus jeune ou votre héros? N'hésitez pas à participer avec moi, on va parler ensemble. C'était qui votre héros, votre super-héros? De me lancer. Oui. Euh,
C'est sûr que bon, je vais avoir le classique de petit garçon qui va dire le héros c'était mon papa. Oui. Ce l'était vraiment, il est encore toujours. Mais si je donnais peut-être un deuxième, c'était Mhm. souvent les grands frères. Moi j'étais Mhm. sportif, donc souvent je regardais quand j'étais en secondaire 1, mais je regardais les secondaires 5. Donc souvent ça a été Mhm. les grands joueurs de basket ou de football. Souvent c'était ces plus grands frères là que je voyais comme modèle, vraiment super-héros là, qui faisaient du sport et tout. Donc, je reste de ce côté-là, ouais. Mhm. C'est Mhm. ça! Parfait. Un autre qui avait un héros ou un super-héros? Non? Ben, je peux peut-être y aller. Moi, étant un Oui. fervent amateur de hockey, ça a été des joueurs de hockey quand j'étais jeune. Euh, Ouais. pardon, soit Maurice Richard ou par exemple Mario Lemieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Des Ceux gens qui qui nous ont ont, marqués. ouais, c'est ça, qui ont transcendé aussi le sport, là. Exactement, exactement. Parfait. Et pourquoi je souligne l'aspect du héros, du super-héros, c'est que au-delà de notre environnement et au-delà des expériences qu'on a eues, ces héros-là, ils ont marqué notre jeunesse d'une façon que ils nous ont permis de nous sentir plus forts, soit de nous sentir en confiance, ou ils sont devenus des modèles pour nous. Moi, pour ceux qui connaissent le sport et qui regardaient la lutte quand ils étaient plus jeunes, moi, j'adorais The Rock. Charismatique, il niaisait tout le monde, il était super sérieux, super fort en même temps. C'était un champion, je l'adorais. Et j'étais un fanatique de Power Rangers aussi. Les Power Rangers, c'était comme les premiers super-héros qu'il y avait, multicolores, diversifiés, et ils avaient toutes leurs particularités, je les adorais. Et eux, c'était un peu les modèles que j'adorais, mis à part également mon frère et mon père, que mon papa, c'était le plus fort que celui mon papa, c'était le plus fort que celui des autres. Mais au-delà de ça, j'adorais ces gars-là. Et aujourd'hui, étant donné qu'on devient adulte, maintenant, souvent, on délaisse un peu nos héros. On les a toujours dans le cœur, mais ils ont une place différente dans notre vie. Et mis à part le barbershop, où ce que souvent on va s'ouvrir, souvent, on ne s'ouvre pas à autre chose. On ne s'ouvre pas à d'autres personnes parce qu'on a peur parfois que les gens utilisent nos expériences ou ceux qu'on va leur confier contre nous par la suite. Et c'est pour ça que le coach, il est là. Et le coach, en fait, il a une tâche bien précise. Le coach, il accompagne et il travaille sur les aspects tels que la définition d'objectifs, la résolution de conflits intérieurs, l'amélioration de communication avec soi-même et avec les autres, la transformation des croyances limitantes et des ressources, et la croyance et les ressources. Euh, Précisément, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les gens, que ce soit pour un projet, que ce soit pour la vie, dans la vie de tous les jours, quelque chose qui les bloque, que ce soit une relation de couple, un conflit qui dure depuis longtemps avec un frère, puis on ne sait pas comment l'approcher. Mon travail, c'est d'accompagner les gens de partir du point A, puis d'aller au point B, et de trouver toutes les forces et les compétences qu'il y a en eux pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et plus précisément, comme je parlais de la PNL tout à l'heure, on explore comment les pensées puis nos mots influencent notre état d'esprit et notre comportement et comment on peut utiliser cette connaissance pour atteindre nos buts puis améliorer notre vie. L'identité masculine elle change à travers les époques. Elle est influencée par différentes choses. Ça peut être la société, ça peut être les croyances du moment, ça peut être la religion. Et il y a certains stéréotypes qui reviennent souvent, que ce soit qu'on doit toujours paraître fort, indépendant, inébranlable, ou plusieurs d'entre nous l'avons entendu, un homme, ça ne pleure pas. Un petit garçon, ça ne pleure pas. On doit pas montrer notre vulnérabilité. Les hommes sont naturellement moins doués pour la communication et s'exprimer émotionnellement. Ou on est moins doué que les mamans pour pouvoir s'occuper de nos petits. Puis moi, je regarde Olivier. Olivier se débrouille bien présentement. Donc, donc c'est des idées, des clichés qui paraissent, qu'on voit dans les publicités. Puis ce qui est plate, c'est que avec le temps, on finit par y croire. À force de l'entendre, comme pour ceux qui ont vu l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait aux Oscars, il y avait comme ce mouvement où on encourageait à avoir plus de personnes afro-américaines présentes comme gagnants. Puis la phrase était Representation Matter. Mais c'est de la même manière pour nous aussi. La représentation, quand on nous représente toujours de manière négative, on se perçoit de manière négative. Et on ne pense pas qu'on est fait pour ça et on ne pense pas qu'on peut avoir les capacités pour ça. Et même qu'on vient à avoir les capacités, s'il n'y a personne d'autre autour de nous qui le fait,
on sent qu'on est hors de la boîte, mais parfois, certains vont être fiers d'être hors de la boîte, mais il y en a d'autres qui vont se sentir comme vraiment, je vous dirais, marginalisés, mis de côté ou bizarres, pour ainsi dire. Et l'homme, il vit des combats invisibles. Et je tiens à vous dire, là, en ce moment, je sais que c'est une présentation pour les pères, mais je tenais à toucher plus les hommes au début parce que avant même d'être un papa, on est des hommes. Et avant même d'être des hommes, on était des petits garçons. Donc, je rentre dedans et vous allez voir ma ligne de pensée. Et nous, les hommes, on vit des combats invisibles quotidiens que souvent, nous, on n'est pas conscients, mais parfois même nos femmes ne sont pas conscientes, nos sœurs ne sont pas conscientes et la société n'est pas consciente. Que ce soit la pression de la masculinité traditionnelle, comment la définition du rôle d'un homme dans la vie de tous les jours, de cette génération à l'autre génération, c'était complètement différent. Et l'autre génération d'avant, c'était complètement différent. Donc, des fois, c'est difficile de se trouver une place ou de savoir comment s'adapter à ça. De trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. On a beaucoup d'hommes qui vont travailler plusieurs heures, qui vont travailler plusieurs jobs. Surtout si le salaire est bas, ils vont aller travailler et travailler pour être sûrs de s'assurer que la famille puisse avoir ce qu'ils ont besoin. Gestion des émotions, santé mentale. Souvent, étant donné qu'on on nous parle pas beaucoup quand on vient à parler de santé mentale, qu'on nous parle de bien-être, qu'on parle de prendre soin de soi, souvent on oublie ça. On se centrise un moment, on va prendre une bière, s'asseoir ou jouer à des jeux vidéo, prendre une marche, aller voir des amis, mais vraiment faire le travail à l'intérieur qui va nous permettre de pouvoir avancer dans la vie par la suite. Souvent, on n'a pas l'opportunité de le faire ou même le réflexe de penser qu'on devrait le faire. Même dans les statistiques, on peut le voir que les hommes sont ceux qui vont prendre le plus de temps pour aller chez le médecin après avoir senti une douleur quelconque. Ça va prendre énormément de temps. Souvent, on va aller à la dernière minute quand ça fait vraiment trop mal pour aller chez le médecin, alors qu'on aurait pu s'épargner toutes ces douleurs-là auparavant. Ensuite, la paternité, c'est un combat. Souvent, on part de zéro, surtout qu'on est devenu papa jeune. Savoir comment ça fonctionne, changer les couches, c'est quoi le rôle de père, qu'est-ce que je fais. C'est toujours, souvent, au début, c'est du essai-erreur jusqu'à ce qu'on sache vraiment où ce qu'on est, dans quelle zone qu'on est avec l'enfant. Ensuite, l'image corporelle et l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Il y a les modèles positifs pour femmes, mais on ne parle pas beaucoup des modèles positifs pour hommes au niveau du poids. Les hommes qui sont, excusez-moi, en chair ou en courbe, il n'y a pas de publicité sur eux. Il n'y a pas d'image positive qui est référée à eux quotidiennement, comme on le fait pour les femmes. Ce qui fait que plusieurs vivent à l'intérieur d'eux cette tristesse, ce questionnement, ce malaise qu'ils vont transporter avec eux continuellement. Ensuite, la peur de l'échec et le changement des rôles de genre. Encore, comme je disais tout à l'heure, souvent, étant donné qu'un homme, ça doit faire ci, puis un homme, ça ne peut pas faire ça, puis on va nous dire, non, un gars, ça ne fait pas ci, puis ça ne s'habille pas comme ça, puis ça ne dit pas ci, puis ça ne dit pas ça. Mais souvent, on se retrouve à être perdu. Et c'est important de comprendre le garçon qui est à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, je faisais justement allusion à ça. On est des hommes. À partir de 18 ans, on est considéré comme des hommes. Mais le petit garçon qui est à l'intérieur de nous, il nous suit toute la vie. Le petit garçon qui est à l'intérieur de nous, s'il a été blessé, si on lui a dit qu'il n'allait jamais être rien, qu'il était incapable, qu'on mettait en doute ses capacités à réussir quelque chose, ça peut le traîner et à jouer sur sa confiance en soi tout le reste de sa vie. Et quand je parle du garçon intérieur, c'est une façon, c'est un symbole de la partie enfantine, de la partie vulnérable qui est à l'intérieur de nous. Puis, étant donné que dans la société, on ne nous parle pas beaucoup de cette partie-là de nous, ben, on ne prend pas conscience que celle-ci vient affecter comment on approche la vie dans nos familles, au travail, avec des amis, dans nos relations de couple. Ça vient les affecter et même la manière qu'on interagit avec nos enfants. Puis, tu sais, ça peut nous influencer de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Je vais vous raconter un cas réel de coaching que j'avais vécu avec Junior. Junior, c'est un joueur de basket, 19 ans, 6 pieds 4, mais il n'arrive pas à dunker. Et ça a été un cas particulier parce que Junior, il est grand et il est bon au basket. Mais for some reason, il ne peut pas dunker. Et à travers le coaching, on pose beaucoup de questions, on va creuser, se poser des questions. Hey, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à atteindre ça? Et à travers la conversation, on découvre que
quand Junior était plus jeune, il jouait avec un ballon. Il a lancé le ballon. Sa mère et sa tante étaient dans la pièce, puis elles ont commencé à rire. Junior a compris qu'on riait de lui. Automatiquement, son subconscient a commencé à enregistrer qu'il était incapable, qu'il fallait éviter que les gens rient de lui. Donc, du coup, sa capacité à dunker, et je vous dis, ça paraît un peu bizarre comme ça quand je le dis, mais il n'arrivait pas à dunker parce que automatiquement, il avait peur qu'en dunkant, que s'il manque son dunk, qu'on rit de lui. Mais ce n'était pas quelque chose de conscient. C'est installé dans le subconscient. Et le subconscient, c'est quelque chose de très fort parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris à travers notre vie et à travers notre jeunesse et tout au long de notre vie qui vont venir, dans lesquelles ça va venir s'inscrire dans notre subconscient. Comme exemple, il n'y a personne qui a étudié pour savoir c'est quoi la couleur des bols de toilette. On sait tout ce qui est blanc. Il n'y a personne qui est allé faire un bac pour ça. Et c'est de la même manière, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qui viennent s'imbriquer dans notre subconscient. Puis après ça vient se placer quelque part, puis ça fait partie de nous. Tout le reste, ça fait partie de nous tout le reste de notre vie. Et maintenant, l'impact de tout ça sur la paternité. Un père qui fait attention à lui, qui prend soin de lui, ça va avoir un impact sur la communication. Sa capacité à pouvoir être beaucoup plus vulnérable, à partager des moments de qualité avec ses enfants, offrir un soutien émotionnel nécessaire à l'épanouissement de l'enfant. Souvent, il y a cette phrase où on dit « on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu ». Mais c'est difficile pour quelqu'un d'aller donner cet amour, d'aller beaucoup plus profondément dans ses émotions, beaucoup plus profondément dans son estime, quand sa propre estime est blessée. Et c'est difficile pour lui de venir montrer à son enfant comment aller là, comment aller creuser plus loin, peut-être même comment oser se poser des questions qu'il n'aurait jamais osé se poser. Un père qui gère bien sa santé mentale montre à ses enfants l'importance du bien-être émotionnel, la résilience et la recherche d'aide lorsque c'est nécessaire. Et souvent, quand on a un trop plein de fierté, quand notre ego est trop, excusez-moi le mot, boosté, ben, on vient à pas vouloir demander d'aide. On vient à penser que toute la charge est sur nos épaules. Ça fait que ça vient à l'encontre de nos objectifs. Ça vient bloquer la réalisation de nos projets. Ça fait aussi que parfois, on va avoir de la difficulté à entretenir une bonne relation avec nos enfants parce que notre mal-être va transparaître à travers la manière qu'on agit avec. Ensuite, soutenir les besoins éducatifs de leur enfant. Si le père, par exemple, on l'a toujours dit qu'il n'était pas bon à l'école ou qu'il sentait qu'il n'était pas bon à l'école, mais qu'on ne l'a jamais accompagné, qu'on ne l'a jamais supporté dedans, ça se pourrait qu'il ait de la difficulté à accompagner son enfant vers ça. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Et souvent, il y a des mots, il y a un vocabulaire qui va t'accompagner avec ça. Je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Oh, mais ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas faite pour ça. Ou mais ma mère m'a toujours dit que, tu sais, moi, j'étais bon pour ça, mais pas pour ça. Donc, automatiquement, on se place des limites, on professe les limites avec notre bouche, puis ensuite, on trouve une excuse pour ne pas le réaliser. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose, puis que par la suite, on ne le réussit pas, bien, qu'on pensait déjà qu'on n'allait pas le réussir, c'est comme si on se donnait raison. Donc, c'est une nouvelle validation continuelle qu'on se donne d'avoir un échec. Donc, on a raison d'avoir tort. Et ensuite, un père qui est bien dans sa peau contribue à un environnement de familial stable, sécurisant et joyeux. Effectivement, quand on fait attention à nous, on fait attention aux autres. Quand on fait bien attention à nous, on fait bien attention aux autres. Et ça va émaner de nous. Ça va émaner dans notre manière de parler, dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'interagir. Et nos enfants, souvent, ils vont pas nécessairement apprendre à travers qu'est-ce qu'on leur dit de faire, ils vont apprendre à travers notre comportement. Donc, lorsqu'il nous voit agir, il va modéliser la manière qu'on fonctionne dans telle et telle situation, puis il va le reproduire à sa façon, bien entendu, éventuellement. Donc, conseil de coach, quoi faire par rapport à notre santé mentale? Thérapie, coaching de groupe de support, et de participer à des événements comme celui de ce soir organisé par le Repère, c'est important. C'est important de participer à des événements où on peut s'ouvrir. Bien entendu, c'est sûr que chacun va aller avec son rythme. Il y a certains qui sont vraiment, vraiment pas confortables. Ça va leur prendre du temps. L'important, ce n'est pas nécessairement d'y aller vite, mais c'est d'y aller puis d'avancer jusqu'à arriver à destination.
Ensuite, journal personnel. Souvent, j'avais ma petite sœur qui avait son journal intime, mais souvent, on s'est mis dans la tête qu'un journal intime, c'est juste pour les filles. Mais un journal personnel, c'est super important. Ça nous permet de laisser une marque, de se rappeler par la suite qu'est-ce qui s'est passé auparavant, de voir par la suite notre progression. C'est fou de voir parfois soit nos photos d'enfants, puis de voir à quel point notre visage a changé. C'est de la même manière avec un journal personnel, on peut voir à quel point qu'on a évolué. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision et les bienfaits que ça a eu sur notre vie par la suite. Ensuite, prière, méditation selon les croyances, d'enlever le poids qu'il y a sur ses épaules, puis de le laisser à quelque part. Tout dépendamment des croyances, certains vont le laisser à Dieu, certains vont le déposer sur une table, certains vont le mettre sur une feuille. L'important, c'est de ne pas se laisser ensevelir à l'intérieur par les problèmes ou les situations, les fautes, puis de se rendre coupable à chaque fois des situations mauvaises qui nous arrivent. Ensuite, gérer ses conversations internes et son langage. Comme je disais tout à l'heure, le langage va venir impacter la manière qu'on va se comporter. La manière qu'on va se comporter va affecter le langage. Si ça se passe mal à la job, je ne sais pas si un parmi vous a déjà été dans une job qu'il a vraiment détesté ou que ça se passait vraiment mal puis il avait envie de quitter. C'est souvent des jobs qu'on avait quand on était jeune, comme au McDo, quand à un moment donné, on est tanné du gérant ou on est tanné de la clientèle. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on arrive à la job, on sent un poids. C'est lourd. On le sent à l'intérieur, notre température monte, les mains moites, le cœur qui bat fort, j'ai hâte qu'il soit 3 heures puis il est juste 10 heures. Donc, c'est toutes ces situations-là qu'on vient traîner avec nous, que c'est important de prendre conscience que, quand je parle toujours négativement de telle chose. Et quand je suis là-bas, j'ai les mains moites. Je ne me sens pas bien. Ça, c'est des indicateurs naturels qui sont à l'intérieur de nous. Notre corps a une boussole qui nous permet qui va nous dire quand telle situation est bonne ou mauvaise ou quand est-ce qu'il faut jeter un coup d'œil supplémentaire par rapport à l'endroit ou par rapport à la situation ou même par rapport à la relation qu'on entretient avec les gens. Ensuite, se pardonner. Se pardonner, ça, c'est l'affaire la plus importante. Se pardonner nous permet d'aller du point A au point B. Il n'y a pas de deuxième chance dans la vie si on ne se pardonne pas qu'est-ce qu'on a fait avant. J'ai eu l'opportunité de faire une présentation sur le pardon dans une prison. Et c'était vraiment intéressant de voir à quel point que plusieurs qui étaient dans cette prison-là ne se pardonnaient pas ou sentaient plutôt qu'ils n'avaient pas le droit au pardon. Parce qu'imagine, le pardon, c'est premièrement pour nous et deuxièmement pour celui qu'on a offensé, celui ou celle qu'on a offensé. Lorsqu'on décide qu'on ne se pardonne pas, on ne se donne pas aussi l'opportunité d'aller dans un autre niveau. Est-ce qu'un criminel reste un criminel toute sa vie? Est-ce qu'un menteur reste un menteur toute sa vie? Est-ce qu'un trompeur, un cheater, est-ce qu'il reste un cheater toute sa vie? Pas s'il décide qu'il passe à autre chose. Et c'est important de décider de se pardonner de situations passées parce que par la suite, on est capable d'avancer. Ça agit sur notre comportement et encore là sur nos enfants. Maintenir de bonnes habitudes de vie. Bien manger, bien dormir. Tu sais, souvent, on l'entend tout le temps depuis toujours, mais c'est tellement important. Il y a rien de mieux que quand on dort. Quand on dort bien, qu'on a passé une bonne nuit de sommeil, l'impact que ça a sur la job. On est beaucoup plus content, beaucoup plus agréable dans la maison, beaucoup plus agréable dans le milieu de travail. Donc, c'est important de mettre des bonnes habitudes parce que ça a un effet sur tout. Puis, on vient impacter le monde avec ça aussi. Maintenant, de bonnes relations. Maintenant, de bonnes relations, bien entendu, c'est important. Avoir un bon ami, une bonne amie, quelqu'un avec qui on peut se confier, quelqu'un qui va nous encourager. Tu sais, des fois, il y a du monde qui ont cette capacité à pouvoir se motiver tout seul. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de quelqu'un pour les motiver. C'est important de savoir, moi, c'est quoi que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me motive ou est-ce que moi, je peux le faire tout seul? De la même manière, tu sais, des fois, on va avoir un enfant, il y en a un qui fait son lit à tous les matins sans qu'on le demande, puis l'autre, il faut le courir après. Hey, t'as-tu fait ton lit? T'as-tu fait ton lit? Va faire ton lit. Hey, va faire ton lit avant de partir à l'école. Et on voit les deux personnalités, puis tu sais, souvent on va dire, mais mon enfant, il veut pas faire son lit, je comprends pas, soit qu'il est paresseux, soit qu'il veut pas m'écouter, soit, tu sais, mais des fois, c'est juste une motivation interne versus la motivation externe. Est-ce que lui a besoin qu'on lui dise, fais-le, versus l'autre qui est capable de le faire tout seul? C'est deux fonctionnements différents. C'est pas nécessairement parce qu'il est paresseux ou parce qu'il veut pas écouter, mais
C'est des particularités qui sont intéressantes à regarder. Comme ça, on peut comprendre c'est qui notre enfant, pourquoi il fait ça, et par la suite, l'accompagner selon sa personnalité. Peut-être que lui a besoin de se réveiller un tout petit peu plus tôt pour faire son lit. Peut-être que lui, il a juste effectivement besoin qu'on lui dise, et tu sais, quand tu fais ton lit, tu es un champion. Tu sais, des fois, là, juste avec ça, ça peut lui donner un regain d'énergie qui va le permettre de faire ce qu'on lui demande de faire. Et ensuite, se fixer des limites. C'est important de se fixer des limites, autant pour les choses qu'on veut faire que les choses qu'on ne veut pas faire. C'est important le mot qui me vient, l'anglicisme, c'est boundaries. C'est important de placer des limites quand on n'est plus confortable à faire quelque chose, de dire non. Le non a beaucoup plus de poids que le oui, parce que lorsqu'on dit oui tout le temps, mais c'est les gens qui placent la limite pour nous. Versus lorsque c'est nous qui disons non et ou qui prenons le temps de dire oui, mais selon notre timing à nous, mais on se sent beaucoup plus libéré, puis on se sent beaucoup plus responsable de tout ce qui vient par la suite, tout ce qui émane de ça. Donc, en conclusion, je vous encourage à vous placer des limites. Je vous encourage à prendre soin de votre langage, prendre soin de qu'est-ce qui se passe dans votre tête, prendre soin de qu'est-ce que vous consommez. Souvent, avec les Instagram de ce monde, les TikTok de ce monde, il y a plein de podcasts aussi où parfois, on va consommer pour entertainment, on va consommer du contenu qui a une petite connotation négative, mais ça nous suit tous les jours. Ça reste, comme je disais tout à l'heure, ça reste dans le subconscient. Ça s'accroche à nous. Puis après ça, on en fait une réalité. Puis souvent, on prend une habitude qui devient un comportement. On prend un comportement qui devient une habitude. Cette habitude devient une croyance. Cette croyance devient un dogme. Puis après ça, ça devient une tradition. Puis cette tradition-là, on la transmet à nos enfants, on la transmet à toutes les personnes qui sont autour de nous. Puis on est reconnu pour ça. Puis souvent, on ne veut pas être reconnu pour certaines affaires versus d'autres. Donc, je vous encourage à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage avec vos enfants, beaucoup de réussite avec vos enfants. Ils sont l'avenir de demain. Et nous, on est un peu qu'est-ce qu'ils risquent de devenir plus tard. Donc, si on fait attention à nous, mais en même temps, on fait attention à eux. Voilà. Rebonsoir, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, Yannick Fouda, je suis psycho-éducateur de formation et de métier. Et j'ai fait une spécialisation, un doctorat sur le bien-être psychologique des intervenants dans le bien-être psychologique de ceux qui est donc de Yannick, de moi-même, de Sabine, donc ceux qui sont là pour soutenir. Et je pense que quelque part, on est aussi tous des aidants naturels avec des personnes autour de nous. Donc voilà, et actuellement, je travaille beaucoup sur les enjeux de santé mentale au travail, donc j'aide beaucoup les organisations à mettre en place différentes procédures donc, enfin, pour soutenir le bien-être des employés. Donc je travaille avec des hommes, des femmes, et voilà, je rencontre différents défis au quotidien. Aujourd'hui, Sabine m'a invité pour parler un peu de la santé mentale des pairs, la répercussion. Bon, je suis d'accord avec Nelson. D'ailleurs, merci à Nelson pour ta belle présentation. Euh, Quand on dit, comment dire ça, il y a une chose qu'on m'a apprise quand je faisais mes études et qui m'a aidé toute ma vie et dont je me rappelle encore aujourd'hui, c'est que j'ai un de mes professeurs qui me disait, Yannick, ton premier outil, c'est toi-même. Donc, ton premier outil d'intervention, c'est toi-même. Et j'aime me rappeler de ça pour toute chose que je peux faire. Donc, quand on parle de paternité, bah, le premier outil pour être père, c'est nous-mêmes. Donc, il y a pas d'autre chose. Donc, du coup, si on ne prend pas soin de cet outil, si on ne maîtrise pas cet outil, si on ne lui donne pas tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bien fonctionner, bah, c'est sûr que ça va avoir un impact, pas seulement sur la paternité, mais sur d'autres domaines de la vie. Et donc, et Nelson l'a très bien illustré. Moi, je vais un peu nous amener de l'autre côté. Je vais me centrer un peu sur la santé mentale, justement, partant du fait que le premier outil, c'est nous-mêmes. Donc, comment on peut prendre, comment donc m'arrêter sur la santé mentale des hommes. Et je veux m'arrêter sur un point spécifique qui est ma mission aujourd'hui. C'est souvent, à chaque fois que je travaille beaucoup avec des organismes communautaires et souvent, à chaque fois je rencontre, ils me disent, mais comment on fait pour faire venir des hommes chez nous? On n'arrive pas à les rejoindre, on n'arrive pas à faire qu'ils viennent. Lorsqu'on organise une activité pour les femmes, elles sont là, mais les hommes, on a du mal. Donc, c'est comme si on doit toujours se creuser la tête pour aller chercher les hommes. Et donc, c'est vraiment un enjeu au point. Il y a des comités, donc les gars, je vous dis là, il y a des comités qui travaillent pour essayer de savoir amener à aller chercher de l'aide.
Et il y a plusieurs, je pense qu'il y a une des choses qui est fondamentale, qui est peut-être ancrée en nous et qui rejoint ce que Nelson nous a dit, c'est que on n'a pas appris à demander de l'aide et on dirait que chez les hommes, percevoir, enfin demander de l'aide, c'est comme avoir l'impression d'un échec qu'on n'a pas réussi. Je me rappelle, souvent j'ai des couples que j'accompagne et jamais, 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 au grand jamais, la demande ne vient de l'homme. C'est toujours une femme qui arrive à mon bureau, qui est recommandée, qui m'arrive, qui me dit j'ai des problèmes avec mon mari. Des fois, l'homme n'est même pas au courant qu'il y a des problèmes, hein. Il dit mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là. Donc souvent, je vais dire aux gens, si vous voulez avoir la santé d'un couple, interrogez la femme. N'allez pas demander à l'homme. L'homme va dire non, 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 ça va bien. C'est rien de... Bon, comme tous les couples, on a quelques petits problèmes, mais ça va. Donc, donc, il y a vraiment la femme qui est le thermomètre. Et souvent, en discutant avec la femme, je me rends compte que bah, madame, je ne peux pas vous aider si on ne parle pas avec votre mari parce que là, ça se passe à deux. Donc, il y a une limite dans l'accompagnement que je peux vous donner, mais il y a une partie. Alors, donc, du coup, on travaille souvent avec la femme pour aller chercher l'homme. Et comment on réussit souvent, la première fois que l'homme arrive dans mon bureau, là, ou que je vais chez eux, parce que des fois, je facilite, je décide d'aller de me déplacer, et ils vont me dire une séance et c'est tout. C'est, et, et il y a un qui m'a dit, je t'accorde la séance parce que je veux que tu expliques à ma femme ce que je n'aime pas chez elle. Donc, il me donnait une mission, là, c'était bah, viens nous aider. Et finalement, ça a fini en plusieurs séances d'accompagnement de couple. Donc, on a vraiment une résistance intrinsèque à pouvoir demander de l'aide. Et c'est pas juste une question de sentiment d'échec, mais c'est aussi une question qu'on met notre focus ailleurs. Quand on va voir les hommes, ils vont dire, mais non, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse avancer des projets. On a vraiment un focus enfin, assez différent des fois par rapport à ce que les femmes peuvent vivre. Donc, moi, mon idée aujourd'hui, c'est d'essayer un peu de ramener cette question de santé mentale et puis de faire un peu un portrait sur pourquoi on est comme ça, en fait, ou pourquoi les statistiques nous disent que nous sommes comme ça. Donc, je vais présenter, je vais aussi, si je pouvais avoir la possibilité de présenter Sabine. Donc, la première chose que j'aimerais nous montrer, c'est c'est juste pour dire que c'est pas un problème nouveau, hein. Donc, c'est quand même des choses sur lesquelles je parle depuis longtemps. Et je vais vous présenter un petit document que j'avais commencé il y a déjà quelques temps, et puis, mais que je mets à jour au fur et à mesure. Donc, voilà. Je pense que j'espère que vous le voyez tous. Bon, je vais commencer là. Donc, quand on regarde les statistiques en général, hein, ça change un peu d'année en année, ça se déplace un peu, mais quand on regarde les statistiques en général, quand on va demander c'est quoi au niveau de la détresse, quand on va mesurer, prendre des mesures au niveau de la détresse, les gens, on va voir que les femmes, souvent, sont celles qui sont identifiées comme étant les plus en détresse. Donc là, on voit ici, c'est souvent 33% contre 24% des hommes. Et ça donne toujours ce sentiment que ça vient conforter l'homme dans son sentiment que il est fort, il est solide, et puis c'est la femme qui a besoin d'aide. Je me rappelle quand j'étais à Repère, là, c'est comme tu parlais tout à l'heure, Nelson, d'un safe space. Quand les gens savent qu'ils sont dans un safe space, là, ils se lâchent vraiment. C'était comme excusez-moi, cette crise de folle, elle est hystérique, elle est... Donc, on mettait comment dire ça, des adjectifs sur les femmes, sur nos conjointes. Et ce qui est drôle, c'est que pendant que le père disait ça, il était lui-même dans un état émotif pas très stable, disons, mais il n'était pas capable de se voir. Donc, généralement, on a cette perception que la femme est toujours est souvent faible. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on regarde un peu, si on va voir la précision selon l'âge là, on peut voir que quand on regarde la détresse psychologique, population de 15 ans et plus, hein, donc adolescents, on voit que une fois de plus, les femmes arrivent toujours en tête. Vous voyez, donc on va parler de différents... Et ça nous conforte encore sur le fait que bah, il faut prendre soin des femmes, les femmes sont plus faibles, les femmes sont... Et cela. Mais quand on va fouiller un peu plus, est-ce que vraiment les hommes vivent vraiment, est-ce que les hommes vivent vraiment moins de détresse que les femmes? Donc, du coup, parce que si les hommes vivent moins de détresse que les femmes, bah, c'est tout à fait normal qu'on ait moins besoin d'aide et donc qu'on soit moins dans les organismes, dans les demandes de coach, les consultations et compagnie, parce qu'on en a moins besoin. Mais est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre. Donc, j'ai été chercher, j'ai été fouiller un peu. Ça, c'est une enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes. Celle-ci elle date de 93, hein, je suis à remonter un peu. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que lorsqu'on regarde, alors d'un côté, vous avez les troubles intériorisés. Donc, quand on parle de troubles intériorisés, on parle de la dépression, on parle de l'anxiété, on parle de tous ces troubles en fait où la personne, comment dire ça, implose de l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, elle se meurt de l'intérieur un peu, si je peux dire ça.
Donc, on voit que en termes et là, si vous regardez un peu là, vous avez toujours un triangle un petit point avec un triangle comme ça qui représente l'homme, et puis le triangle avec la femme qui représente la femme. Donc, avec de l'autre côté qui représente la femme. Quand on regarde les phobies, je vais passer ça vraiment rapidement. Quand on regarde des choses comme l'angoisse de séparation, on voit que phobie, vous voyez que 3,2, 1,3 3,2 pour les femmes, 1,3 pour les hommes. Quand on regarde l'angoisse de séparation, donc le fait de devoir se séparer, on voit que hommes et femmes, c'est presque pareil. L'hyperanxiété, c'est presque pareil. On est il y a des différences, mais on est dans des différences qu'on appelle statistiquement pas significatives. Alors, vous m'excusez là pour le coup des statistiques. Quand on dit que c'est pas statistiquement significatif, ça veut dire que oui, même s'il y a une différence de 1 ou 10 points, c'est pas vraiment significatif. C'est vraiment une différence elle peut être aléatoire ou du moins, voilà. Donc, on regarde dépression. Quand on regarde dépression majeure, et je rappelle, on est encore chez les enfants de 6 à 11 ans. Donc, on recule là chez les enfants de 6 à 11 ans. On voit que les hommes sont à 4,1 et les femmes sont à 2,7. Vous voyez, donc les hommes ont plus tendance à avoir la dépression. Euh, et quand on regarde les chiffres là, bon, les gens qui ont au moins un trouble intériorisé, on voit que les hommes et les femmes, c'est quasiment la même chose. Donc, du coup, je ne vais pas aller plus en détail là-dessus, mais ce qu'on constate, c'est que entre 6 et 11 ans, au niveau de la détresse et de la santé mentale, il n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes. Par contre, il y a des petites choses qu'on est capable de remarquer. Si on va voir au niveau de la prévalence des troubles mentaux extériorisés, donc maintenant, ce qui est acté, on va se rendre compte que l'hyperactivité, elle touche beaucoup plus les hommes. Vous voyez, 6,2, les femmes, 1,7. Là, il y a vraiment un grand écart. Les troubles d'opposition, le fait de s'opposer, 6,9 chez les hommes, 2,4 chez les femmes. Hyperactivité, 8,4 chez les hommes, 3,1 chez les femmes. Là, on a vraiment des statistiques vraiment significatives. Donc, on voit comme une tendance qui se dessine sur le fait que sur les troubles intériorisés, donc ce qui relève de l'intérieur, il n'y a pas tant de différence que ça. Ce qui relève de l'extérieur, donc trouble extériorisé, c'est tout ce qu'on acte, toute la détresse qui est actée. Donc, vous voyez, donc, opposition, hyperactivité sont les hommes qui reviennent le plus. Donc, il y a une petite tendance qui se dessine. Alors, c'est intéressant de noter ça parce que, du coup, on peut se demander, mais comment ça se fait que lorsqu'on mesure quelques années plus tard, 15 ans et plus, on se rend compte que bah, tout d'un coup, les femmes deviennent celles qui sont le plus en détresse psychologique, donc anxiété et autres. Et là, les hommes semblent avoir été miraculeusement guéris. On ne sait pas par quelle opération. Donc, alors, ce qui est- là, je reviens encore par rapport je vous montre une des dernières statistiques là. Donc, pareil, dans prévalence de troubles selon le sexe, hein. Donc, vous pouvez voir filles, garçons là. Si on regarde les problèmes, donc problème là, c'est vraiment, il y a un problème. Vous voyez, angoisse de séparation, 6,3, 5,2. Donc, les hommes ici cotent plus que les femmes. Anxiété généralisée, une fois de plus, les hommes, 3,6 cotent plus que les femmes. Euh, donc, vous allez voir comme ça sur plusieurs échelles, les troubles intériorisés sont plus présents chez les hommes. Donc, c'est encore un rappel de ce que je viens de montrer. Alors, ça, c'est ce que j'appelle moi le piège des statistiques. Donc, d'où vient cette tendance qu'à l'âge adulte, les hommes sont guéris et finalement les femmes ressortent plus avec des préoccupations? Bah, il y a deux choses qui peuvent expliquer cela. Je vais montrer. La première des choses, c'est qu'on se rend compte que les hommes et les femmes, face à un problème, on a des stratégies totalement différentes. Vous voyez? Euh, et ça, c'est important à noter. Par exemple, on va regarder, on va voir que chez ça c'est une étude qui a été faite en 2001 et c'est à peu près encore les mêmes statistiques. On va se rendre compte que quand les femmes vivent en fait de la détresse, quand elles font face à la détresse, à des situations difficiles, elles vont avoir plus tendance au fur et à mesure de leur parcours à manifester des troubles intériorisés. Donc, troubles intériorisés tels l'anxiété, la dépression, les plaintes psychosomatiques. Et on verra plus tard pourquoi est-ce que c'est comme ça, là, pourquoi c'est comme ça. Et lorsque les hommes, et quand on regarde au niveau des hommes, vous allez voir ici qu'ils vont plus avoir un aspect de trouble extériorisé, donc ils vont plus acter leur détresse. On regarde les problèmes de consommation, ici vous voyez l'alcool, hein, il n'y a même pas photo, là, les hommes consomment beaucoup plus que les femmes. Consommation de cannabis, on voit, consommation d'autres drogues, on le voit. Ça veut dire que même pas quelque part, toutes les statistiques montrent que nous avons tendance, nous les hommes, à acter plus. Enfin, on ressort plus au niveau des trucs de consommation qu'au niveau des affaires, de tout ce qui est intériorisé.
Bon, alors maintenant, c'est intéressant de se pencher sur comment ces choses-là sont mesurées. Vous voyez, hein, quand on mesure les questions de consommation, l'alcool, le cannabis et autres drogues, bon, souvent, premièrement, ce sont ce qu'on appelle des mesures auto-rapportées. On envoie un sondage aux gens, des questionnaires, et on leur demande combien je sais pas moi, de consommation vous avez par-ci, par-ça. Donc, on mesure ça comme ça. Donc, ce sont des faits qu'on demande aux gens. Et donc, les gens vont être capables de coter de façon très objectif entre guillemets, mais ils vont être capables de coter sur des nombres. Voilà, moi je fais ceci tel nombre de fois par semaine et autres. Par contre, lorsque on va regarder les échelles qui mesurent la détresse psychologique, quand je parle de la détresse psychologique, on parle d'anxiété, de dépression, des troubles intériorisés, bah, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des questions qui sont plus d'ordre introspectif. Donc, ils vont demander, je ne sais pas si vous avez déjà rempli un questionnaire là par rapport à la dépression. Donc, il va dire, bon, pendant les 2 dernières semaines, les 3 dernières semaines, à quel point vous avez eu du mal à faire ci, à quel point vous avez eu du mal à dormir, à quel point vous avez eu. Donc, on va aller et on se rend compte que sur ce type d'échelle-là, qui vont faire de l'introspection au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, les hommes vont moins avoir cette tendance à répondre. C'est comme si cet exercice est beaucoup plus difficile que pour les femmes. Et donc, une des explications qui est dans la littérature, hein, tend à montrer que les problèmes de détresse chez les hommes sont sous-évalués. Ça veut dire que quand on mesure et qu'on voit que enfin, quand on est enfant et qu'on vient mesurer ça, et comment on mesure ça chez les enfants, on va mesurer en questionnant les adultes souvent autour. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà rempli, si vous avez un enfant, vous avez déjà peut-être rempli plusieurs échelles, on demande aux parents, on demande à l'enseignant. Donc, ce sont les adultes qui vont coter. Lorsqu'on devient adulte nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui allons pouvoir rapporter ce que nous vivons. Et on se rend compte que donc, quand les hommes deviennent adultes, il y a un discours. Donc, Nelson parlait du discours intérieur qu'on se maintient. Bon, on est fort, on est ci, on est ça. Donc, on a tendance à moins, ces échelles-là ont tendance à moins bien rendre parce que c'est auto-rapporté. C'est nous qui disons ce que nous vivons et on a tendance à le sous-estimer. Et ça, c'est une des explications qui montre que dans les résultats officiels qu'on nous présente toujours, les femmes paraissent plus vulnérables, enfin, paraissent plus en détresse, mais que dans les faits, la détresse des hommes est sous-évaluée. Et une façon de le voir, c'est de voir que quand on va aller regarder les problèmes, les troubles extériorisés, donc tout ce qui est acté, les problèmes de violence, l'alcool et autres, nous, on va plus coter. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle un proxy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un indicateur de la souffrance intérieure. Vous voyez, donc, il y a plusieurs personnes qui ne consomment pas parce que c'est une consommation récréative, mais souvent parce que c'est une consommation pour diminuer un certain mal-être. Donc, je me sens mal, je vais aller prendre. Moi, je viens du Cameroun, donc juste pour information. Et au Cameroun, quand on discute avec les hommes, ils disent, mais non, 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 on n'a pas de problème, nous on gère, hein, ça va. Et vous allez voir que je ne vais pas mettre des statistiques parce que je n'en ai pas, mais si je demandais à un Camerounais combien d'hommes vont au bar environ chaque jour, là, on va peut-être dire, mais 90% des hommes font une pause au bar avant de rentrer à la maison. Vous voyez? Et c'est normal, ça fait partie des habitudes de vie. On s'arrête, on boit un coup. C'est une occasion de discuter avec les gens, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une bière qu'ils vont boire, ce n'est pas 2 bières. J'ai plusieurs amis qui arrivent ici et quand ils boivent notre bière québécoise, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est pas de l'alcool, c'était pas assez fort. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a développé, nous, des stratégies pour aller calmer notre détresse qui est quand même présente, même si les questionnaires n'arrivent pas à la capter. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas nécessairement plus fort que les femmes, mais on va trouver des stratégies autres qui vont venir compenser cela. Et ces stratégies vont faire en sorte que ce ne sont pas des stratégies qui vont nécessairement nous amener vers quelqu'un vers quelqu'un pour consulter, mais qui vont être des stratégies pour nous dégager de cette souffrance. Vous comprenez? Donc, alors ça nous dit aussi quelque chose sur si on veut aider les hommes à aller mieux, il faut peut-être avoir des stratégies d'intervention qui leur permettent de dégager, de sortir en fait d'eux-mêmes. Donc, vous allez voir, souvent enfin, des fois, tout à l'heure, Nelson parlait du barbershop. Et c'est vrai, c'est-à-dire que bon, les gens vont aller au barbershop, là, ils vont discuter. Ils n'ont pas l'impression d'être en thérapie, mais ils le sont. D'ailleurs, il y a un organisme communautaire entre parents ils avaient un projet, je pense que c'est en pause pour le moment, ils appelaient ça autour d'une coupe. Et autour d'une coupe, c'est quoi? C'est qu'ils proposaient de payer de payer des coupes de cheveux à des pères dans un salon, dans un salon de coiffure. Et quand les pères venaient gratuitement pour avoir leur coupe, il y avait un intervenant qui était là et qui pouvait justement
intervenir en même temps. Donc, voilà, je trouvais ça très original. Donc, alors, quelques chiffres, hein. Donc, ce sont les chiffres qui sont sortis le 19 novembre, là, qui datent de 2000, je ne sais plus de quel, 2017, mais ça n'a pas vraiment diminué. Vous allez voir que quand on parle, 74% des cas de suicide sont des hommes, 74% des cas d'homicide sont les hommes, 72% d'itinérance des hommes, 75% d'alcooliques sont les hommes. C'est quand même des chiffres qui sont très parlants, très forts et qui montrent qu'il y a une réelle détresse au niveau des hommes. Donc, c'est pas et c'est important de se le dire, nous, en tant qu'hommes, pour nous conscientiser, pour aller défaire ce discours qui nous dit que nous sommes forts, que nous sommes, parce qu'on voit que nous sommes aussi à risque que les femmes, que les autres à pouvoir faire des choses et que le profil peut-être de ce que nous allons faire sera différent de ce qu'une femme va pouvoir faire, mais n'en demeure que nous sommes exposés. Et je vais juste faire un petit lien, hein. Donc, si on regarde ça là, si on regarde par rapport à l'alcoolisme, par rapport à tout ce qui est acting et tout, de acter la détresse, bah, ce sont des choses qu'on va transmettre d'une façon ou d'une autre. Donc, je rencontre plusieurs personnes qui portent des blessures d'ordre paternel parce qu'ils ont vu leurs papas faire certains actes qui, bon, même si on les regrette après, hein, même si on demande pardon aux enfants et tout ça, a déjà quand même laissé une empreinte qui est forte. Donc, d'où l'importance d'être conscient de ça, de façon à pouvoir être en prévention. Alors, ça, je nous amène un peu de l'autre, je nous amène, comment dire ça, je nous amène au bout de l'échelle pour que nous puissions revenir un peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en prévention pour ne pas arriver là. Parce que ça sont les chiffres qui parlent de nous aujourd'hui et sont des chiffres qui sont réels. Donc, si je fais un petit résumé, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un faible taux de diagnostic de détresse psychologique chez les hommes, donc tout ce qui est dépression, anxiété, tout ce qui est trouble, voilà, qui est trouble intérieur, mais qui a un taux élevé de passage à l'acte et de suicide qu'on peut regarder, qu'on peut observer. Alors, donc, en résumé, là, les hommes semblent vivre autant de détresse psychologique que les femmes. Donc, ça, c'est une première chose. La détresse des hommes s'exprime différemment et donc elle est moins bien cernée celle des femmes. Je pourrais poser la question à chacun d'entre nous ici, hein. Quand est-ce que vous avez réellement parlé en tant qu'homme, quand est-ce qu'on se penche réellement pour ouvrir notre cœur et dire ce qui nous pèse vraiment, et peut-être même se laisser pleurer? Des fois, c'est hyper rare. On compte ça sur les doigts d'une main parce qu'on dit que non, mais je ne peux pas me laisser aller. Non, en tout cas, bref, il y a des discours internes là, pour reprendre encore le mot de Nelson, qui font en sorte que bah, on reste de marbre, on reste un bloc. Et quand on parle de la gestion des émotions, plus vous apprenez à rester un bloc, bah, plus vous perdez une certaine finesse dans le caractère humain, hein, qui est, si on parle de compassion, si on parle d'empathie, donc il y a plein des petites choses qui se perdent parce qu'on devient comme un bloc de marbre au fur et à mesure que on ignore nos émotions ou qu'on les réprime, qu'on les bloque. Donc d'ailleurs, en tout cas, je vais en parler peut-être un peu plus tard, là, la question de la gestion des émotions chez les hommes. Donc voilà. Euh, alors, malgré ce que je viens de dire, les hommes donc, semblent cependant convaincus du contraire et la société nous conforte dans cela. On est convaincus qu'on est fort. Et je vais faire le parallèle avec la communauté noire parce que je travaille aussi sur des enjeux par rapport à la communauté noire en général. Vous savez, la communauté noire, dans notre communauté, on va souvent dire oui, nous sommes résilients. On a passé à travers l'esclavage, on a passé à travers ci, donc nous sommes forts, nous sommes. Et c'est un discours aussi parce qu'on a le même type d'enjeu de la communauté noire qui consulte moins. Vous voyez, c'est un discours qui va donner l'impression de force, mais lorsqu'on va voir au niveau des chiffres, de ce qui se passe au niveau des impacts, on se rend compte que c'est une population aussi qui est beaucoup plus fragile parce qu'on ne consulte pas et parce qu'on est maintenu dans une certaine idée de puissance qui n'est pas réelle. Donc, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on fait l'autruche, si on n'est pas conscient des enjeux qu'on a, bah, comme on aura tendance à aller moins chercher de l'aide ou de l'aide appropriée, bah, les conséquences souvent vont être plus graves. Quand j'étais assis à la chaise d'intervenant à repère, souvent les papas venaient me voir là, il était même plus minuit moins une, il était minuit passé, passé 10. Vous voyez? Il fallait qu'il se soit pris le mur en pleine face pour qu'il vienne me voir. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'espère que ça a changé un peu, mais c'était la réalité. Et malheureusement, quand minuit est passé, il faut pédaler beaucoup plus pour pouvoir résoudre la situation, alors que si on est en prévention,
on peut être beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est une autre chose. Alors, je vais parler pour terminer là, j'aurais d'autres choses à dire, mais bon, je vais juste m'arrêter là-dessus, juste pour terminer un peu. Quand on parle justement de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Il y a quatre grandes sphères de développement. Quand on regarde le développement normal, quelqu'un qui se développe normalement, qu'est-ce qu'il doit avoir? Donc, il y a quatre sphères qui ont été identifiées et je rajouterai même une cinquième qui est la sphère spirituelle qui n'est pas ici, euh, mais qui souvent, comment dire ça, est intégrée dans l'ensemble des autres sphères. Donc, voilà. Alors, une des sphères, c'est la sphère d'abord physique. Vous voyez, quand on voit quelqu'un, c'est le corps donc, la sphère physique, c'est la maturation physique, sensuelle, les habiletés motrices, donc tout ce qu'on est capable de faire, courir, marcher. Donc ça se développe naturellement. Donc ça, cette sphère-là, et je parle souvent des quatre pieds d'une chaise. Donc ça, c'est comme un pied. Donc pour que quelqu'un se développe normalement, il faut d'abord que le physique se développe. Il faut que le physique se développe bien. Il y a la sphère cognitive. La sphère cognitive, c'est quoi? C'est tout ce qui est régulation de l'attention. Les fonctions cognitives, c'est quoi? Dans la capacité à réfléchir, à se projeter, à se réguler aussi, à dire non, bah, je ne vais pas faire telle chose, à dire bah, je vais peut-être tout ce qui nous permet de faire nos projets et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est une des sphères qui est importante. L'autre sphère qui est affective, c'est comment exprimer ses émotions, gérer ses émotions, comprendre les émotions d'autrui, empathie. Donc, c'est vraiment la dimension affective. Et la dernière sphère, c'est la sphère de communication. Donc, communication, résolution de conflits, coopération. Et c'est aussi une sphère de savoir à quel point est-ce que vous êtes connecté aux autres. Je prends un exemple, il y a plusieurs pères que je consultais. Quand ils arrivaient dans mon bureau, pendant un certain temps, ils avaient vécu tellement avec leur couple qu'à un certain point, ils n'avaient plus de réseau social. Ils n'avaient plus d'amis. Ils n'avaient plus, donc ils étaient, leur femme et leur enfant étaient devenus leur seul point de réseautage social. Et c'est dangereux. C'est pas parce que vous n'aimez pas votre femme et votre enfant, mais c'est parce que il y a besoin d'avoir un réseau social, même si vous êtes en couple. Et ça fait partie même de ce, comment dire ça, quand les gens viennent nous voir en psychologie, une des choses qu'on va souvent aller vérifier, est-ce qu'ils sont seuls, est-ce qu'ils sont bien entourés? Parce que ça dit quelque chose de votre santé émotionnelle, de votre santé sociale. Donc ça, lorsque on veut grandir sainement, on doit faire un peu attention à ces quatre choses. Dans ces quatre, ce que j'appelle les quatre pieds de la chaise. Et s'il y a un pied qui est beaucoup plus long que l'autre, ça met quelqu'un en déséquilibre. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont très très brillantes, hein, ils ont une carrière de feu et tout ça, mais quand vous allez regarder au niveau peut-être physique, ils font jamais le sport, ils prennent pas soin de leur santé, de leur nutrition, ils font pas. Or, on sait que la nutrition a un impact direct sur le corps et sur la capacité, par exemple, à gérer le stress sur des choses. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est très brillant, mais il n'a aucun lien social, pas de difficulté. Donc, les quatre pieds de la chaise doivent grandir, doivent être équilibrés. Et donc, ça veut dire qu'on doit prendre soin de ça au jour le jour pour que nous soyons bien équilibrés en tant que personne. Donc, alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement pour dire que la santé mentale commence par, et ça, je vais résumer ça en un mot qui était dans la diapo de Nelson, c'est le mot de saines habitudes de vie. Alors, ça nous tape sur les nerfs parce qu'on entend parler tout le temps à temps et à contre-temps. Mais en gros, ça veut simplement dire essayer de garder un équilibre, essayer de ne pas perdre dans le rétroviseur quelque chose. Donc, si ça fait déjà, et moi ça m'arrive, hein, des fois ça me fait 3 mois que je ne fais pas le sport, et je sens que ça commence à avoir une répercussion parce que bon, je suis spécialiste en gestion de stress et autres, donc j'ai appris à avoir des thermomètres à différents endroits. Et donc là, mon corps va commencer à me dire que là, il faudrait que j'aille courir un peu ou que j'aille marcher un peu. Si ça fait un bon bout de temps que au niveau vraiment social, je ne vois pas mes amis, je suis un peu. Donc ça va commencer aussi à avoir des symptômes. Donc chaque chose qu'on néglige a un impact sur les autres choses. Donc c'est important de pouvoir faire le simple diagnostic que je fais souvent quand les gens arrivent, c'est juste ça. De savoir, et je prends un exemple simple, hein. Prenez dans la semaine, vous prenez une semaine comme une pizza, là, un rond. Donc, votre semaine représente le rond. Et vous allez marquer dans ce rond-là, vous allez faire comme des parts de pizza. Quelle est la part que vous réservez à votre corps, au physique? Quelle est la part que vous réservez au social? Quelle est la part que vous réservez dans la dimension affective? Ça peut être un lien avec votre femme, ou ça peut être un lien même avec. Et c'est pour ça pourquoi les deux sphères-là sont grises et confondues, parce qu'on parle souvent du socio-affectif, parce que généralement, l'affectif se vit dans le social. Vous voyez, donc c'est pour ça que les deux sont un peu de même couleur. Quelle est la dimension que vous réservez à vous cultiver? Donc, comme là, vous êtes là ce soir. Et ça, généralement, ça donne déjà une petite photo
du type de choses auxquelles enfin, le type de risque que vous pourriez courir par rapport à votre propre santé mentale, mais aussi par rapport à la capacité, si vous ne vous reposez jamais, par exemple, c'est sûr que vous allez être plus irritable. Ça va avoir une répercussion sur votre relation de couple ou même en tant que papa. Donc, vous savez comment les enfants sont exigeants. Moi, j'ai une petite fille là qui a 1 an et elle ne veut pas savoir dans quel état je suis. Donc, quand elle vient là, c'est papa, papa, papa. Donc, c'est sûr que si je ne suis pas reposé, si je suis stressé, si je ne prends pas soin de moi, j'aurai moins de patience à pouvoir me pencher sur elle, je serai moins calme. Et l'énergie que je vais dégager, et quand on parle d'énergie, c'est pas juste dans les airs, mais quand on parle de non-verbal, hein, ce qu'elle va percevoir quand elle vient vers moi, ce ne sera pas le visage du père paternel, joyeux, aimant, même si je veux le montrer. Pourquoi? Parce que ma face là va montrer autre chose si je suis trop épuisé. Donc voilà, ça c'est juste, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, ça me fera plaisir de pouvoir poursuivre. Mais déjà, j'espère que ça nous donne quand même quelques bonnes pistes. Voilà. Merci pour tout. Bonsoir tout le monde. Je suis bien content d'être avec vous ce soir. Merci d'ailleurs à Nelson et Yannick qui a déjà pour vos édifiantes présentations. Il y a déjà plusieurs des éléments que vous avez abordés que je vais discuter également. Donc, c'est sûr que ça met très bien la table euh, pardon, à ma présentation. Moi, je suis ici pour vous présenter les services de repère, qu'est-ce qu'on fait, puis également là, vous parler de la santé mentale, puis qu'est-ce qu'on entend par santé mentale positive pour les pairs. Comme Sabine l'a dit, moi, je suis coordonnateur d'intervention et d'activité chez Repère. Je suis titulaire d'une maîtrise en intervention en toxicomanie, en dépendance, et j'ai près de 10 ans d'expérience d'intervention communautaire, principalement auprès des hommes en difficulté, milieu carcéral, personnes en situation d'itinérance, donc une expérience assez diversifiée. Et je vais vous partager la présentation. Oups, excusez-moi. Vous voyez bien, j'imagine? Super. Donc, voilà. On va débuter avec la mission, hein, c'est pas plus compliqué que ça. La mission de chez Repère, c'est favoriser le développement des compétences paternelles en offrant aux pères les outils nécessaires pour créer et maintenir de bonnes relations avec leur enfant. Ça, c'est la mission officielle qui est sur le site Internet. J'aime bien le résumer en disant qu'on aide les pères au niveau des compétences parentales, au niveau de la vie de la famille. Voilà. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. Ça a été fondé en 1995, donc on a déjà près de 30 ans d'expérience, d'expertise en intervention auprès des hommes, auprès des pères. Le seul critère pour utiliser les services, c'est être père. On est des services régionaux, Montréal, Laval, Longueuil, les environs, tant que les pères peuvent se déplacer à nos bureaux pour recevoir les services qu'on offre en présentiel. Je vais vous parler des groupes de soutien dans quelques slides, là. Mais tant qu'ils peuvent se présenter à nos bureaux, ils sont les bienvenus. On a d'ailleurs des gens qui utilisent les services en ce moment qui sont dans le groupe, qui viennent de Mirabel, Terrebonne. Donc voilà, il n'y a pas énormément de services pour les hommes. Fait que des fois, on a une porte d'entrée un peu pour les pères. Le profil de nos usagers, c'est assez diversifié. Environ, là, c'est grosso modo, mais environ 50% proviennent de l'immigration. On a beaucoup d'usagers qui viennent nous voir suite à une séparation. Dans environ 80% des cas, là, c'est la femme qui initie le divorce, qui met fin au processus qui initie la séparation. Euh, Quand on creuse, on peut se rendre compte qu'il y avait quand même peut-être des éléments précurseurs, un peu comme tu disais, Yannick, tout à l'heure. Là, si on veut le thermomètre du couple, il faut qu'on demande à la femme des fois, fait que ça fait que les hommes sont un peu pris de court, pris au dépourvu. Mais bref, c'est ça la réalité, c'est qu'on reçoit des pères, des hommes qui sont pris de court avec cette situation-là, un peu en détresse, une séparation, c'est difficile, c'est un lourd changement. Fait que nous arrive des fois un peu dans cet état d'esprit-là. Ça engendre évidemment des défis de coparentalité assez importants. Puis, nos usagers sont référés là, de différentes instances, différents organismes, que ce soit référé par la Cour, par des avocats, des CIUS, des CIS, des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes également, puis quelquefois le référé par la DPJ directement. Les services offerts, on fait de l'accompagnement psychosocial, des groupes de soutien, on a une clinique juridique et des activités. Je vais vous parler en détail un peu plus là, de chacun de ces services-là. Qu'est-ce qu'on entend au niveau de
accompagnement psychosocial, c'est qu'on veut pouvoir offrir des services accessibles et rapides également. Comme critère là, pour utiliser les services, on demande à ce que le père nous contacte directement pour qu'on puisse prendre lui parler, là, savoir un peu évaluer très brièvement, 2-3 minutes, sa situation. Et ensuite, on va lui donner un rendez-vous. Là. Les rendez-vous, ce qu'on donne sont très rapides, habituellement dans la même semaine, sinon maximum 2 semaines. On veut justement pouvoir là, aider les gens rapidement. Puis on remarque aussi que c'est ce qui fonctionne avec les hommes et les pères également. Comme un de vous deux, je ne me rappelle plus qui là, me mentionnait, les hommes attendent pas à minuit moins une, ils attendent à minuit une et des fois c'est 5 avant d'utiliser les services. On veut pouvoir se rendre accessible quand on en a réellement besoin. Puis des fois, ils nous contactent quand il est quasiment trop tard. Fait qu'on veut justement pouvoir les aider rapidement. Puis comme on dit souvent chez Repère, là, la détresse, c'est pas des heures ouvrables. C'est pas le vendredi à 5 heures, puis ça débute lundi matin à 8 heures. Fait qu'on veut pouvoir se rendre accessible. On fait une évaluation, là, un petit portrait de la situation de l'usager brièvement. La rencontre, on peut aussi se rendre disponible pour la rencontre, soit par téléphone, présentiel, Zoom, peu importe. Là. Des fois, les usagers, comme ils travaillent, on va faire des rencontres des fois sur l'heure du midi, des trucs comme ça. On va se rendre disponible selon leur situation. Des fois, on va rester un petit peu plus tard pour les rencontrer alors qu'ils arrivent, ils terminent le travail, des trucs comme ça. Donc, ouais, on fait un petit portrait, une petite photo de la situation de l'individu. Il y a portrait de la photo familiale, combien d'enfants, est-ce qu'ils ont à sa charge, la relation avec la conjointe, des trucs comme ça. Au niveau du travail aussi, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Fait qu'un petit portrait de la situation de l'individu. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers qui ont besoin d'écoute, de support, d'accompagnement, qu'on prenne le temps avec eux également. Quand ils nous arrivent, c'est un peu comme un presto, là. C'est l'image que j'ai, là. Ils sont comme chargés comme un presto, puis là, ils arrivent, puis là, quand la vapeur descend un petit peu au courant de la rencontre, ben ça sont plus calmes, puis physiquement, on le remarque aussi, les épaules descendent, sont un peu plus, ils sont comme un peu plus à côté sur leur chaise au lieu qu'au début, ils sont vraiment un peu plus sur le qui-vive. Fait que de prendre le temps avec eux de faire sortir cette vapeur-là, cette pression-là, ça aide beaucoup. Puis, c'est connu, comme vous l'avez mentionné, que les femmes sont peut-être meilleures pour demander de l'aide, alors que les hommes, on va attendre qu'il soit trop tard. Donc, de prendre les choses un petit peu, quand ils nous arrivent, là, de prendre le temps avec eux, ça aide grandement également. Puis, suite à cette rencontre-là, on va les référer soit à nos groupes de soutien, donc je vais parler dans 2 petites secondes, ou sinon, des fois, à des organismes partenaires. Comme je disais tantôt, il n'y a pas énormément de services pour hommes, puis encore moins pour pères. Ça fait qu'on on est souvent une porte d'entrée pour les usagers. Donc, on va les référer, soit on prend le temps avec eux, on va toujours s'assurer qu'il y a un filet de sécurité derrière eux avant de les laisser aller. Si par exemple, quelqu'un vient nous voir, puis on n'est peut-être pas le meilleur endroit pour eux, pour cette personne-là, on va prendre le temps avec lui de s'assurer qu'il a contacté un autre organisme, qu'il a pris un rendez-vous, que le rendez-vous soit débuté avant justement de le laisser aller pour s'assurer qu'il y a un filet de sécurité. Puis, on travaille aussi beaucoup sur des référencements personnalisés pour ne pas donner sur un bout de papier sur le coin du bureau, ben, parfait, tu as juste à appeler là, merci, bonsoir. Bonne façon de perdre le lien puis l'alliance thérapeutique qui a été créée. Donc, on s'assure de référer justement, va contacter telle personne, à tel organisme, on les connaît, on a les rencontrés, ils sont bien faits, peu importe, mais ça fait déjà plus chaleureux, il y a déjà un lien de confiance qui est créé. C'est facilitant pour la demande d'aide, surtout pour des hommes pour qui ça peut être plus difficile. Voilà. Ensuite, on va référer au groupe de soutien. Il y a le groupe Harmonie qui est pas mal la pierre angulaire de nos services. C'est un programme complet de 10 semaines qui se donne une fois par semaine. C'est offert les mardis soirs, justement pour rejoindre les hommes, les papas qui travaillent durant la journée. C'est de 2h à 2h30 par rencontre. C'est supposé être 2 heures, mais c'est que ça dure. Des fois, les pères ont tellement besoin de discuter, de jaser, que c'est pas rare que ça extensionne jusqu'à 2h30. Puis on veut leur laisser aussi cette place-là, ce temps-là pour discuter puis avoir une espèce de safe space pour eux. Et c'est surprenant à quel point, quand on leur donne et ils décident de prendre la place, à quel point ils ont de choses à dire, puis à quel point ça peut être salvateur pour eux également.
Voilà. Ça, c'est les thèmes qui sont abordés au courant du groupe Harmonie. Il y a l'engagement paternel. On fait un peu l'évolution de la paternité. C'est quoi le rôle de père avant, c'est quoi maintenant? C'est plus juste le rôle de pourvoyeur. Donc, on discute un peu de ça. On a aussi beaucoup d'usagers qui sont... excusez-moi. On a aussi beaucoup d'usagers qui sont nouvellement papas, qui ont des enfants en bas âge. On en a aussi qui ont des enfants qui sont plus vieux, ados, ou que leurs enfants sont même rendus adultes. Mais une bonne partie de la clientèle sont nouvellement papas. Donc, on prend aussi le moment de discuter un peu de ça. Ces différents chapeaux-là dont vous aviez parlé également, messieurs, là. Maintenant, je suis père, c'est quoi ça? C'est une nouvelle identité, tu sais. Fait qu'on prend on prend le temps d'en discuter. Comme je disais tantôt, là, dans 80% des cas, c'est la femme qui initie le divorce, le processus de séparation. Donc, on a un atelier sur le deuil également pour traiter tout ça. Nous, c'est sûr que c'est en lien avec le chapeau de la famille. On parle des différentes phases du deuil. Donc, on discute de tout ça. Il y a un atelier aussi sur le stress. Puis on veut que ce soit appliqué aussi, que ce soit concret, tangible pour les pères. Tu sais, on veut adapter notre pratique à la réalité des hommes puis à ce qu'ils ont besoin également. T'sais, là, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Une demande d'aide, là, le stéréotype qu'on fait de la relation d'aide ou de faire une demande pour aller voir un psychologue, le stéréotype qu'on en a, c'est d'aller consulter, parler de nos problèmes, 1 heure dans un bureau tamisé, aller voir un psychologue, puis qu'au bout de 16 rencontres, on est juste jasé, puis qu'il n'y a pas grand-chose qu'on dirait de concret quand on est sorti. Puis après, on se surprend que ça ne parle pas aux hommes, ça. Fait qu'on j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Fait qu'on on veut aborder des choses très concrètes avec eux. On parle entre autres de l'acronyme CINE là, qui a été établi par Sonia Lupien au niveau du stress, les déclencheurs du stress, là, contrôle, imprévu, nouveauté, ego, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient le plus déclencher, qu'est-ce qui déclenche le stress. Puis on veut qu'ils puissent repartir avec des choses concrètes. Fait aussi des mises en situation, des trucs comme ça. Il y a un atelier de sensibilisation à la violence conjugale, donc les différentes formes de violence conjugale. C'est sûr que c'est 2 heures. Fait que c'est pas une thérapie qu'on offre. S'il y a quelqu'un qui vient nous voir et que sa problématique principale, c'est la violence conjugale, on va peut-être le référer à des organismes partenaires qui sont plus adaptés à sa situation, comme Option, par exemple, ou d'autres organismes du genre. Nous, c'est un atelier de sensibilisation. On parle de différentes formes de violence. Il y a un atelier sur les aptitudes paternelles, le stade de développement de l'enfant. Il y a 2 ateliers sur la coparentalité. On en profite pour discuter de communication. Un atelier de droits et obligations qui est donné par un avocat avec qui on travaille en partenariat, qui explique le système de justice, comment ça fonctionne, c'est quoi la DPJ, c'est quoi le système de justice, puis c'est quoi les droits et obligations aussi en tant que parent. On remarque que les pères qu'on reçoit sont souvent je vais peser mes mots, c'est pas rare qu'ils sont peut-être mal informés, qu'ils ne connaissent pas leurs droits en lien avec leur enfant, tout ça. Fait qu'on en profite pour discuter de ça. Puis un atelier là, de nouveau départ pour se fixer des objectifs pour le futur. Voilà. On a aussi un autre groupe de soutien qui s'appelle le groupe Entre Pairs. C'est un groupe un peu plus informel qui se donne 1 fois par mois. C'est le dernier lundi de chaque mois. Puis à chaque rencontre, il y a un thème différent qui est abordé. Excusez-moi, je suis un peu grippé, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc, c'est ça. C'est un atelier qui se donne 1 fois par mois. C'est un peu plus informel. Comme vous avez vu dans le groupe Harmonie, il y a quand même un peu de contenu à passer. C'est sûr que le but, c'est de laisser la place aux usagers pour discuter, parler entre eux, tout ça. Mais là, c'est vraiment, on fait un atelier, on prend un café, parle, jase. Puis, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, entre autres l'aliénation parentale. On a parlé des différents styles d'autorité parentale. On a parlé d'anxiété également. On essaie de diversifier, d'intimidation aussi. On essaie de diversifier les sujets justement pour pas que ce soit répétitif pour ceux qui assistent au groupe Harmonie. Puis c'est d'ailleurs dans cette optique-là que ce groupe-là a été formé. C'est les usagers du groupe Harmonie. Une fois que ça se terminait, était comme il me semble qu'on aimerait ça pouvoir continuer à discuter, se rencontrer. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe-là. Et c'est vraiment à la carte. Là. Pendant 2-3 mois, des fois, on voit des usagers parce que les sujets les intéressent. 2-3 mois, on ne les voit plus. Après, ils reviennent par la suite. Fait que c'est vraiment à la carte. Tant qu'on les a rencontrés au préalable en individuel, juste pour faire un petit portrait de la situation, ils sont les bienvenus, puis ils peuvent se présenter. Voilà.
On a aussi une clinique juridique. Il y a plusieurs usagers là, qui nous arrivent avec des questions juridiques. C'est pas rare qu'ils nous arrivent avec des papiers de la cour, qui nous mettent ça devant nous, puis faire c'est quoi tout ça, un peu en panique. Puis je fais, c'est des bonnes questions, je ne sais pas plus, on va contacter l'avocat. Là. Il y a un avocat qui offre 30 minutes de consultation gratuite. Euh, il ne peut pas les représenter gratuitement, mais au moins il peut répondre à leurs questions, leurs interrogations, quoi faire. Des avocats, ça coûte cher. Fait que si ça peut leur permettre au moins de mettre la puce à l'oreille, les aiguiller, ça les aide grandement. Puis ça les sécurise aussi de savoir qu'il y a un service comme ça. Fait que voilà, c'est sûr qu'on finit par s'y connaître un petit peu, mais on n'est pas juriste, c'est pas du tout notre expertise. Fait qu'on va référer à l'avocat avec qui on travaille en partenariat. On fait également des activités environ une fois par mois. Des activités, entre autres, père-enfant. On a fait le mois dernier, je ne me trompe pas, une activité de patinage au Vieux-Port. On a payé l'admission et la location de patins pour des pères et des enfants, évidemment. Fait que ça a été vraiment une belle activité. C'était super le fun. C'était un très beau moment. C'était au pied de la Grande Roue au Vieux-Port. On était vraiment chanceux, c'est une super belle journée en plus. Il faisait gros soleil. On a fait aussi des activités barbecue par enfant, des trucs comme ça. On fait des activités un peu, des fois un peu plus ludiques comme ceux-là. Des fois, on a fait aussi une activité de le stress que peuvent vivre les enfants à la rentrée scolaire, puis comment intervenir, comment les aider, les accompagner à travers tout ça. On fait des activités comme aujourd'hui, par exemple, là, sur la santé mentale positive. Fait qu'environ peut-être une fois par mois, on fait des activités de ce genre-là. Ce qu'on remarque, là, pour faire un peu un pont avec la santé mentale, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des besoins de nos usagers, c'est qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus, qu'on prenne le temps avec eux, puis qu'il y ait un lieu de sécuritaire, safe space. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que c'est le trois quarts, là, en finissant les rencontres, ils me disaient hey, merci d'avoir pris le temps, c'est le fun, il y a un organisme pour hommes, tout ça, Fait que ce soit juste pour hommes, c'est quelque chose je pense, qui facilite la demande d'aide pour eux. Ils ont besoin d'un lieu pour ventiler, discuter. Des fois, des fois c'est sûr que ventiler et maugréer puis chialer un petit peu, des fois la ligne est mince, fait qu'on s'assure de des fois pas la dépasser. Des fois, on fait OK, monsieur, je pense qu'on est rendu trop loin, on va se recentrer un petit peu, là. Mais c'est quand même nécessaire d'avoir ce lieu-là, puis on leur laisse aussi, là, c'est super important. Ils ont besoin qu'on valide leurs difficultés, leurs souffrances, sans tomber dans l'apitoiement non plus, mais qu'on reconnaisse que c'est pas facile, c'est pas des situations faciles. La séparation, c'est difficile. Fait de reconnaître ça, c'est nécessaire. Ils ont besoin de réinventer un petit peu leur modèle de paternité également, de savoir c'est quoi être père, qui remarquent qu'ils font des bons coups également, d'une approche vraiment positive, axée sur des solutions, de valorisation également. Ils ont besoin de tout ça. Ils ont besoin de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes situations qu'eux. C'est pour ça qu'on fait des groupes de soutien pour qu'ils puissent partager, se rencontrer. Puis ils ont besoin d'être reconnus également. Ils ont besoin d'être reconnus comme étant des bons pères. Puis, peu importe les situations, moi, je n'ai jamais rencontré un père qui ne voulait pas le meilleur pour ses enfants. Puis des fois, ils ont besoin de le savoir, puis ils ont besoin de l'entendre également, puis ça leur fait du bien. Puis, pourquoi parler de santé mentale positive? Selon le gouvernement, la raison pour laquelle ils ont instauré ça, c'est de mettre de l'avant l'importance d'accroître et de maintenir le bien-être personnel et collectif et de soutenir la résilience. Puis ça, si on n'en parle pas, puis ça revient un peu à ce que vous avez dit, messieurs, là, les stéréotypes de l'homme fort qui n'est pas supposé demander de l'aide, qui ne pleure pas, tout ça là, dont on parle, faut briser ça, puis nous, c'est comme ça qu'on y travaille. Nous, c'est sûr que chez Repère, on va prêcher pour notre paroisse. Défendre les droits de quelqu'un n'enlève rien à personne d'autre. Nous, chez Repère, on parle des pères. C'est sûr que on va discuter de ça. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour la reconnaissance de tout ça au niveau de que c'est correct d'être fragile, puis c'est correct de demander de l'aide également. C'est un peu le but de cet atelier-là, c'est de faire un peu briser ces concepts-là. Des fois, on a l'image de d'un homme qui va consulter, qui va aller demander de l'aide, il est plus fragile, que c'est plus difficile, qu'il n'y arrivera pas. Mais comme je dis toujours, c'est tout le contraire. Pour demander de l'aide, ça prend énormément de courage. Puis, je voudrais féliciter ceux qui prennent le temps de faire ça puis de travailler sur eux. C'est comme ça qu'on finit par être des meilleures personnes et conséquemment des meilleurs pères également.
Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, peu importe. Merci, Yannick. Si les personnes a des questions, je vais regarder dans le vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis aussi, par après, si je pense qu'il y a quand même d'autres personnes, là, si vous avez des questions à part, vous pouvez toujours le faire via notre courriel, là, liaison, LIAISON, à commercialrepère.org. Donc, vous pouvez nous soumettre vos questions par courriel aussi et en savoir plus sur Repère. Ça va nous faire plaisir. Donc, j'en profite pour remercier tous nos intervenants de ce soir. Donc, ce fut vraiment un moment très agréable. Puis, merci Yannick, il l'a mis dans le chat, donc pour ceux qui veulent le courriel. Aussi, je vous invite à suivre les pages de repères sur Instagram, sur Facebook. On essaie de l'alimenter le plus possible avec nos activités à venir, partager. Aussi, sur notre site Internet, il y a possibilité de s'abonner à notre infolette. Donc, on met à jour aussi l'infolette une fois par mois. Donc, c'est pas, on vous bombarde pas d'infolettres à chaque jour là, dans votre courriel. Donc, c'est une fois par mois. Puis, on vous donne un peu c'est quoi qui se passe pour le mois suivant, les activités père-enfant. Donc, n'hésitez pas à participer et à vous abonner à nos différents médias. Cette vidéo-là aussi va être accessible aussi sous peu pour les papas qui ne pouvaient pas être là ce soir notamment. Donc, il y a tellement eu de beaux contenus, je pense. C'est le fun de pouvoir le partager. Yannick, je vais te laisser parler. Vas-y. Oui, rapidement, je voulais juste rajouter, j'ai oublié, mais n'hésitez pas, comme Sabine a dit, là, sur notre site Internet, dans la section activités également, l'onglet activités, c'est là qu'on met évidemment toutes les activités, là, qu'est-ce qu'on va faire, les groupes aussi, vous pouvez vous inscrire s'il y a des gens qui sont intéressés directement en ligne. Nous, on va prendre le temps par la suite de vous contacter, tout ça. Là. On est aussi actif sur la page Facebook, on met toutes les activités. C'est juste ça que je voulais ajouter. Super, merci. C'est un bon point. Ça m'amène aussi pour le programme Harmonie. D'ailleurs, on veut juste souligner, merci encore Yannick Fouda, c'était un des initiateurs du merveilleux programme Harmonie là, qui a fait un beau chemin. Merci, merci beaucoup. Et on est content de pouvoir le donner encore. C'est un beau programme. Et sur le site Internet, il y a justement, quand les cohortes, parce que c'est des cohortes, hein, quand ça sort, c'est là qu'on peut s'inscrire. Donc, via l'Internet, c'est plus facile directement sur notre site Internet de s'inscrire à la cohorte. C'est un tout petit questionnaire à répondre, quelques petites questions, puis c'est tout. Donc, et après ça, un de nos intervenants va communiquer avec vous pour prendre les renseignements. Les cohortes, normalement, pour l'instant, c'est 3 par année. Donc, il y en a une prochaine en avril, une autre prochaine à l'automne, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions, commentaires. Donc, ça clôture un peu notre soirée. Donc, merci aux intervenants. Nelson, merci beaucoup pour ta présence. Yannick, merci. L'autre Yannick, merci de votre présence ce soir.